On parle aujourd'hui beaucoup de la Chine, de Alibaba, la fameuse marketplace où tu pourras trouver littéralement de tout pour sourcer ton produit à vendre sur Amazon FBA. Mais as-tu déjà pensé à sourcer autrement? Alors, je te propose de regarder aujourd'hui du côté de l'Inde. Pour ça, j'ai l'honneur d'accueillir un expert dans le domaine du sourcing, import et e-commerce, Ludovic, entrepreneur depuis plus de 15 ans et youtubeur avec sa chaîne AmazeUp. Si tu veux faire décoller ton business Amazon FBA ou tout autre commerce en ligne, on se retrouve tout de suite avec Ludovic après le cours générique pour vous faire découvrir le sourcing en Inde vs la Chine. Salut Ludo, écoute, je suis vraiment contente de t'avoir sur la chaîne aujourd'hui. Fait que merci déjà beaucoup d'avoir accepté de faire une vidéo avec moi. Je pense que ça va apporter beaucoup de valeur aux gens et puis c'est vrai que la question du sourcing, la question de l'exportation, c'est un gros point dans le business Amazon FBA. Fait que c'est ça. Écoute, je vais te laisser te présenter peut-être un petit peu à l'auditoire aussi. Et puis voilà, c'est à toi. Eh ben, merci de me recevoir aussi sur ta chaîne, c'est avec plaisir si on peut faire un échange de bons procédés. Alors, pour ma présentation, je vais faire vite parce que c'est pas très intéressant. Alors, moi, j'ai mis une autre chaîne comme toi qui s'appelle AmazeUp. Je fais du sourcing et de l'import pour une de mes entreprises depuis une dizaine d'années avec alors essentiellement la Chine, mais l'Asie. Et depuis 2-3 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'Inde pour diverses raisons, à commencer par les problèmes de provisionnement qu'on a eu avec la Chine sur je veux dire les dernières années, mais c'est plutôt les derniers mois en fait, bien que ce soit amélioré. Et donc du coup, cette année, j'ai passé le cap de me rendre à la Delhi-Fair, chose que j'avais jamais fait. Autant la foire de Canton, je la connais bien, autant la foire de Delhi, je l'avais jamais fait. Et ressenti sur cette foire, ça a été bien? T'as pu trouver des affaires? Alors, c'est complètement différent de la foire de Canton. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que la Chine restera l'usine du monde encore pendant de nombreuses années. On ne trouve pas les mêmes produits en Inde que ce qu'on va trouver en Chine. L'Inde, pour le resituer, on va trouver tout ce qui va toucher le bois, le textile, les matériaux précieux, semi-précieux et de métal, et on va être sur une industrialisation semi-artisanale, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur des petites boutiques au milieu d'un champ, mais les usines sont quand même pas aussi bien développées que ce qu'on va trouver en Chine. On est sur des entités qui sont plus petites et sur des produits qui sont encore beaucoup travaillés ou en tout cas finis à la main. Voilà, le mode industriel est pas aussi complet que ce qu'on a encore en Chine. Ce que je dis là est vrai, on est en 2022. Peut-être qu'en 2024, ce que je suis en train de te dire sera complètement faux. Ah, ça peut aller super vite. Hein. Puis, du coup, ça venait à ma question, à ma première question. Finalement, c'était est-ce qu'on peut trouver de tout en Inde par rapport à la Chine où on peut littéralement tout avoir et tout faire. Apparemment, du coup, non, c'est plus Alors, techniquement, si tu peux tout trouver, sauf que ça sera pas aussi qualitatif que ce que tu vas trouver en Chine. Les produits plastiques, par exemple, ils font plein de produits plastiques, hein, comme les Chinois, sauf que c'est plus destiné au marché local et on va pas être sur des produits qui sont ultra qualitatifs sur le plastique. Par contre, sur les tissus, on va être sur des produits plus quali que ce qu'on peut trouver en Chine. Ok, c'est ça. Fait que ça dépend le type de business que tu as, le type de produit que tu veux vendre. C'est ça, tu vas aller plus vers l'Inde ou pas si tu veux faire tes affaires comme ça. Là-dessus, du coup, oui, c'était ça ma première question. Ensuite, est-ce que les prix sont assez similaires à ceux de la Chine? Alors, ils sont difficilement comparables pour deux raisons. Parce que on va trouver des matériaux, une façon de faire qui n'est plus celle de la Chine, et on est sur des matériaux qui sont souvent un tout petit peu plus haut de gamme que ce qu'on va trouver en Chine. La Chine, tu peux trouver du très très bas de gamme et du très très haut de gamme. Sur l'Inde, on va avoir plutôt du médium et haut de gamme. Alors le bas de gamme va plutôt être destiné vraiment au marché local, hein, mais en exportation, tu vas trouver plutôt du haut de gamme. Donc en termes de tarifs, tu vas trouver des tarifs qui vont être similaires aux produits chinois, mais pas à qualité identique. C'est-à-dire que un produit que tu vas payer par exemple $10, tu auras sans doute une qualité supérieure pour $10 en Inde que ce que tu peux avoir pour $10 en Chine.
C'est très intéressant, ça, c'est super intéressant. Par exemple, là, imaginons tu veux faire un produit bien simple, un jouet pour chien, tu veux le faire faire. Si tu veux choisir l'Inde ou la Chine, est-ce que par exemple, si je veux choisir l'Inde, pour faire un jouet pour chien en caoutchouc, par exemple, est-ce que je vais pouvoir le faire? Alors, oui, tu pourras le faire. En caoutchouc, ce sera peut-être pas forcément le matériau qu'il faudra aller chercher. Par contre, le même jouet en cordage, en tissu, ou même les panières pour animaux, là, tu vas pouvoir avoir des technologies qui sont déjà plus mises en avant que ce qu'on va trouver en Chine. Tu vas pouvoir également beaucoup plus facilement faire un produit très personnalisé. En Chine aujourd'hui, quand on te parle de faire du branding, en fait, ce qu'on entend par là, c'est mettre le nom de ta marque sur un produit standard, hein, et puis roule poupoule, c'est brandé. Ouais. En fait, non, ça reste un produit standard sur lequel tu as juste modifié en fait la marque. Là, si tu veux avoir un tissu, je vais te prendre un exemple parce qu'on l'a vu et j'ai trouvé ça très sympa. J'ai vu un vêtement pour enfants où, en fonction de la météo, il changeait de couleur. Il sortait sous la pluie, il passait du jaune au rose, et puis quand il séchait, il redevenait jaune. Si il faisait plus chaud, il était bleu, etc. J'ai trouvé ça top. Donc, tu peux avoir plein de matériaux comme ça qui sont pas forcément proposés sur les produits standards chinois. Ok, donc des belles surprises finalement, puis des moyens de se différencier peut-être encore plus sur le marché Amazon, ce qu'il faut absolument faire aujourd'hui. Surtout, moi, avec l'expérience que j'ai aux USA, là, c'est sûr que de lancer un produit avec juste poser son nom de marque dessus, ça devient très très compliqué. Mais ok, c'est super intéressant, c'est parfait ça. Ensuite, je vais passer à la prochaine question. Donc, moi, je t'avais mis sur quelle plateforme commander, s'il en existe une, du genre d'Indian Mart, mais je pense que c'est peut-être pas le mieux pour sourcer en Inde. Alors, en plateforme, effectivement, sur le même principe qu'Alibaba, tu viens de la citer, la plus connue et la plus présente, c'est Indian Mart. Probablement qu'il risque d'y en avoir d'autres qui vont arriver. Alors, les vendeurs indiens commencent à être aussi assez présents sur Alibaba. C'est-à-dire que si tu cherches par typologie de pays, tu vas trouver des vendeurs indiens. Comme pour la Chine, sur ces plateformes-là, c'est essentiellement des trading compagnies. Il n'y a pas ou peu d'usines et très peu d'agents. Probablement encore pas mal d'arnaques. Alors, je mets des guillemets parce que c'est un mot mal utilisé en France, mais il faut être vigilant, sur la personne avec laquelle tu vas rentrer en contact. C'est vrai pour la Chine comme pour l'Inde, mais pour la Chine, Alibaba a fait un gros nettoyage aujourd'hui de sa plateforme. Donc, je dirais qu'on est plus proche en fait du problème d'utilisation que de l'arnaque aujourd'hui avec les vendeurs chinois sur Alibaba. Sur Indian Mart, t'as encore beaucoup de faux vendeurs, quelqu'un qui est dans son canapé et qui va te faire croire qu'il est grossiste et tu vas peut-être recevoir ta marchandise, hein, c'est pas la question, mais tu seras pas en contact avec un professionnel. Ça sera quelqu'un qui peut-être la journée est serveur dans un restaurant et le soir il vend à un Européen de la marchandise pour faire son e-commerce. Donc voilà, faut être vigilant à ce niveau-là. Idéalement, mais c'est vrai pour tous les pays, le meilleur moyen de trouver ses fournisseurs, c'est de se déplacer. Il n'y a pas de secret, c'est les salons pro. Mais évidemment, c'est pas donné à tout le monde. Non, clairement, c'est sûr que moi, ça sera un de mes rêves, entre guillemets, un de mes objectifs de pouvoir me déplacer, d'aller voir directement mes fournisseurs. Hein. C'est sûr que après, la relation, je pense qu'en plus, n'est pas la même. Une fois qu'ils t'ont vu vraiment, qu'ils t'ont rencontré de visu, quoi, je pense que c'est complètement différent après. Tu le vois au niveau, ne serait-ce que tes cotations. Tes cotations n'ont plus du tout la même tête. Quand tu as croisé un de tes Ah oui, hein. Tu perds, rien qu'en lui serrant la main, tu perds au moins 10% en fait sur ta cotation, voire même plus. Ok, donc peut-être que finalement tu rembourses limite ton voyage d'être allé les voir là. Avant la pandémie, on considérait que pour rentabiliser un voyage à la foire de Canton, il fallait faire une commande de 5 000 €. En général, et assez vite fait sur une commande. Ah oui, ok. Ah ouais, c'est intéressant ça. Je vais peut-être y repenser plus rapidement alors. Ouais, c'est parfait. Écoute, du coup, au niveau de la communication avec les Indiens vs les Chinois, comment ça se passe la communication, le relationnel? Alors, il y a des points communs. Leur culture
non, la culture est différente, mais t'as quand même des choses qui sont assez similaires. C'est-à-dire que tu fais jamais perdre la face ni à un Chinois et pas à un Indien non plus. Donc tu évites comme avec un fournisseur européen ou français, de lui dire qu'il a fait une erreur. Tu restes très soft dans tes conversations. Après, alors j'ai plus d'ancienneté avec les vendeurs indiens qu'avec les vendeurs chinois et indiens. Excuse-moi, j'ai mon chien qui s'énerve. Donc oui, j'ai plus d'habitude en fait avec le relationnel chinois qu'indien. Alors au niveau discussion, j'ai pas trouvé une énorme différence. C'est vrai qu'on dit souvent ils parlent anglais, ce qui est vrai, mais c'est pas vrai pour tous. Beaucoup en fait n'ont pas été forcément dans une école où ils ont appris l'anglais, malgré ce qu'on peut s'imaginer. C'est pas parce qu'ils ont été pendant très longtemps colonisés qu'ils parlent tous anglais. Beaucoup le parlent pas. Il y a un côté très culturel, ça fait bien, ça fait bon chic bon genre de parler anglais quand t'es indien. Ça montre en fait que t'as été sur des écoles très chères voilà, tu peux quand même être confronté à des fournisseurs ou des traders qui parlent anglais mais qui ne maîtrisent pas forcément. Donc ce que tu trouves facilement chez les Chinois finalement. Oui, c'est vrai. Pour problème de compréhension, des fois aussi, il faut vraiment repenser ses phrases peut-être aussi, parce que des fois ça peut faire des choses sur les commandes embêtantes. Mais ce qui est vrai avec un fournisseur qui parle ta langue, que ce soit un fournisseur français ou anglais, si tu t'étales trop finalement dans ta demande, ton fournisseur peut ne pas te comprendre. Donc, vaut mieux aller à l'essentiel, faire des phrases simples, courtes, bien les détailler point par point, s'assurer qu'il a bien compris ta question précédente, et au moins comme ça, tu évites tous les problèmes. Pour les couleurs, c'est pareil, il faut faire très attention aux couleurs, c'est là où il y a le plus souvent d'erreurs. C'est que quand tu prends la photo d'une couleur, ce que tu vas avoir sur ton appareil photo ne retransmet pas du tout la même couleur. Et c'est avec les produits indiens, c'est d'autant plus vrai. Je te disais tout à l'heure qu'ils faisaient beaucoup de textiles. Le textile, c'est une catastrophe au niveau des couleurs et des photos. Donc, vaut mieux échanger avec soit des couleurs, un numéro les Pantone. Codes. Voilà. C'est ce qu'il va y avoir de plus sûr et de plus efficace. Ok. Ouais, c'est sûr que faut toujours bien tout détailler. Moi, je fais même des fois répéter aussi. Bon, là, t'as compris, je te donne ça. C'est quoi que tu m'as compris ça? On remet tout sur un Word, etc. Fait que, ouais, c'est sûr, c'est super important. Il vaut mieux perdre ce temps-là, et puis au moins, t'auras pas de soucis derrière. Si, dernier petit point quand même, la différence entre les deux cultures. Alors là, c'est absolument pas objectif. Ce que je vais dire, c'est un simple ressenti. Pour moi, l'Indien est un peu moins fiable que le Chinois, dans le sens où tu es obligé de le relancer très très souvent. Un Chinois, tu lui demandes une cotation, tu sais que le lendemain matin, ta cotation, elle est faite, si elle n'est pas faite dans l'heure d'ailleurs. Voilà, c'est bien. Il va falloir que tu lui demandes une cotation, que tu le rappelles le lendemain parce que t'as toujours pas de nouvelles et que tu le relances. Et ça peut durer longtemps. Et pareil pour tes commandes. Alors il y a une constante sur les deux, mais ça c'est vrai partout en Asie. On sait pas te dire non. Donc quand un non ne veut jamais dire non, oui, ne veut jamais dire non. Mais avec l'Indien, c'est d'autant plus vrai, c'est que il peut très bien te dire oui, et puis en fait, il passe complètement à autre chose. Et si tu l'as pas relancé ou revérifié, il peut très bien te dire que ta marchandise va être prête la semaine prochaine. Et puis la semaine passe et tu t'aperçois que ta marchandise n'est toujours pas en production, donc elle risque pas d'être prête. Donc faut être sur leur dos beaucoup plus, je trouve, que les fournisseurs chinois. Ok. Wow, ouais, c'est vrai que ça peut faire un petit peu plus de stress aussi, des fois quand ça avance pas ou quand t'es pas sûr, etc. Je peux comprendre ça. Déjà que des fois, avec la Chine aussi, des fois, je suis bon, alors. C'est vrai qu'on est souvent peut-être impatient, là. Mais, ok, ouais, c'est bon à savoir alors. C'est bon à savoir. Ensuite, alors je vais passer à la prochaine question. Comment avoir confiance avec les fournisseurs indiens? Mais pour question confiance, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des avis, des commentaires, des fois sur des forums peut-être? Je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Alors sur les commentaires négatifs que tu peux avoir au niveau des fournisseurs indiens, ça va être essentiellement lié à ce qu'on vient d'aborder juste avant, c'est-à-dire que comme tu es obligé de les relancer souvent,
beaucoup de gens ne sont pas habitués à sourcer en Asie. Voilà, il y a souvent des problèmes de communication. On a l'impression en fait que c'est de la faute du fournisseur. Et dans 99% des cas, c'est pas de sa faute, c'est de la tienne. C'est toi qui as mal géré ton sourcing. Donc il faut accepter aussi qu'on n'est pas bon en tant que occidentaux pour sourcer avec les asiatiques. Et c'est encore plus vrai pour les Européens, les outre-Atlantique. Vous êtes bien meilleurs que nous en général. Et d'ailleurs ils le reconnaissent. Hein. Quand ils discutent avec les Chinois, avec les Indiens, les Français sont plus des pigeons que les Américains. Ah oui. Ah, ça je savais pas. Ok. Il y a un terme chinois, je me rappelle jamais. Je sais plus comment ils nous appellent. Je te le retrouverai, je te le redonnerai. Mais on a un adjectif spécial européen où on négocie pas assez en fait par rapport à un Américain. Ah ben écoute, ouais. Ah ben c'est sûr que en Europe, en France, on est aussi spécial sur certains points. Hein. Mais ok. Fait que pour la confiance, c'est plus là tu fais tes preuves et tu vois bien comment ça fonctionne et ne pas trop se fier peut-être aux avis et aux commentaires. Alors par contre, d'un point de vue légal, là c'est là où on va peut-être retrouver la plus grosse différence entre la Chine et l'Inde. Autant en Chine, bon, le chinois reste très prioritaire au niveau réglementaire, c'est-à-dire que quand tu es en conflit avec un chinois, la justice chinoise va trancher dans 9 cas sur 10 pour l'entreprise chinoise et non pas pour les étrangers. En Inde, la justice est quand même beaucoup plus occidentalisée, donc c'est beaucoup plus facile d'accéder en cas de litige, de pouvoir trouver une solution facilement si tu n'as pas réussi en communiquant directement avec ton fournisseur à trouver une solution. Donc voilà, d'un point de vue purement légal, l'Inde est quand même beaucoup plus accessible que la Chine. Ok, super, c'est intéressant. C'est intéressant. Fait que, ensuite, pour ma prochaine question, du coup, est-ce que tu connais des grosses trading compagnies qui sont fiables en Inde ou pas du tout? Alors, en trading company, non, pas forcément. Après, plutôt des agents spécialisés dans les domaines. Alors ça, c'est une réalité qu'il faut avoir en Chine, comme en Inde, comme partout. Quand on s'adresse à un agent, mieux vaut s'adresser à quelqu'un qui est spécialisé. Si tu travailles avec le bois, travaille avec un agent qui fait que du bois et qui fait pas bois, textile, plastique et je ne sais quoi. Mais c'est vrai avec une compagnie de trading. Si tu veux faire du matériel de yoga, assure-toi que c'est une trading compagnie qui fait l'univers du yoga et qui fait pas le matériel à poule. Voilà, on est sur donc non, j'ai pas de préconisation au niveau de trading. Après, en termes de sociétés de sourcing, il y en a une petite dizaine qui ont pignon sur rue, qui marchent plutôt bien. Après, il y en a des centaines. Enfin, il y a énormément de gens qui font du trading, plus ou moins fiables. Mais celles qui ont pignon sur rue, ouais, en général, sont plutôt très fiables. Ok. Donc, faut qu'on aille chercher, fouiller un peu, puis voir comment ça. Je te donnerai une liste, tu pourras le mettre en dessous de la vidéo. Oh, ben oui, avec plaisir. Impeccable. Allez, maintenant, c'est le moment de liker cette vidéo et de vous abonner. Vous n'imaginez même pas les coups de pouce que ça fait sur mes vidéos lorsque vous réagissez, aimez et commentez. Je passe énormément de temps pour vous créer du contenu de qualité et pour les faire voir à un maximum de personnes, j'ai besoin de vous. Du coup, est-ce qu'il est aussi facile de faire produire un nouveau produit, genre de faire un kit par exemple, où il y aurait plusieurs choses, donc le packaging, le produit en lui-même, des stickers, tout ça, puis de faire ça peut-être éventuellement avec plusieurs fournisseurs et faire tout rapatrier avec un dernier fournisseur pour qu'il pack le tout, ce qu'on peut faire très facilement entre guillemets en Chine. Est-ce que c'est comme envisageable de faire ça en Inde ou alors un peu plus compliqué? Alors je vais te faire une mauvaise réponse. Les deux sont vrais, c'est-à-dire qu'en fait c'est à la fois plus facile et à la fois plus difficile. C'est plus facile dans le sens où, étant donné qu'une grande partie des finitions se font à la main, il est beaucoup plus facile de faire des produits sur mesure avec des MOQ très faibles, ce qui n'est pas le cas avec la Chine. Chine a un MOQ
tu es plutôt sur un MOQ de base, c'est 1000. Et si tu fais faire quelque chose de sur mesure, tu peux vite monter sur des MOQ beaucoup plus importants. Avec l'Inde, il n'est pas rare de trouver des entreprises qui te font des MOQ à 1, si tu veux faire un test. Ok, ouais, comme un échantillon, quoi. C'est ça. Avec la Chine, voilà, si tu veux vraiment un truc complètement fait à ta marque, soit tu vas le payer super cher, soit tu vas être obligé, voilà, d'avoir 500 ou 1000 échantillons pour pouvoir tester. Avec l'Inde, c'est beaucoup plus simple à ce niveau-là. Après, au niveau du package complet, si tu veux rajouter plusieurs produits à l'intérieur avec un packaging nickel et tout, c'est complètement faisable, mais c'est pas aussi simple qu'avec la Chine, pour une raison toute bête, c'est qu'aujourd'hui, ils sont pas encore suffisamment bien structurés pour pouvoir le faire aussi simplement. En Chine, partout où tu vas, où on produit quelque chose, tu vas trouver des agences qui sont spécialisées dans l'exportation, tu vas trouver des agences qui sont spécialisées dans l'emballage, des agences qui sont spécialisées dans le sticker, etc. Enfin, t'as plein de monde de spécialisés dans à peu près tout. En Inde, tu as des sociétés qui sont spécialisées dans le packaging. Tu arrêtes. Je t'avais prévenu que t'entendrais du poète, ce n'est toujours pas moi. Donc c'est faisable. Tu as des usines ou des trading companies qui sont spécialisées à travailler avec les Européens ou les Occidentaux, et donc ils te proposent le packaging complet avec voilà, ta marque déjà imprimée. Donc c'est relativement simple sur des choses assez standardisées. Quand tu commences à sortir un petit peu des clous, il vaut mieux avoir quelqu'un qui t'accompagne sur place. Je parlais tout à l'heure des agents de sourcing. S'ils sont bien positionnés, ouais, ils vont arriver à gérer ça beaucoup mieux. Et c'est aujourd'hui, c'est presque le passage obligé, ce qui n'est plus le cas pour la Chine, mais pour l'Inde, ouais, c'est pratiquement le passage obligé quand tu fais vraiment quelque chose de vraiment ultra personnalisé. Ok, je comprends. Ouais, c'est vraiment intéressant, mais dans le fond, ça me fait penser comme si ça pourrait être la future Chine, entre guillemets. Ça va évoluer dans le bon sens. Peut-être être présent maintenant, commencer à faire ses marques en Inde, puis c'est sûr que ça va bouger. Comme tu me disais, peut-être qu'aujourd'hui c'est comme ça, mais peut-être que dans 2 ans, ça sera complètement différent. Fait que c'est très intéressant. Et ça leur donne un gros avantage, c'est que justement, comme c'est compliqué de le faire, ça te met des barrières à l'entrée sur certains produits. Et c'est un des critères les plus importants dans l'e-commerce, c'est la barrière à l'entrée. Ah oui, clairement, je comprends ça. Du coup, la prochaine question, je partirai sur est-ce que c'est facile de certifier un produit ou pas en Inde? Donc, les certifications CE, FCC, FDA pour ce qui est États-Unis. Est-ce que c'est facile de pouvoir faire ça en Inde? Est-ce qu'ils les ont en fait? Ils les ont, puisqu'ils ont l'habitude d'exporter leurs produits. Ils commencent à l'avoir de plus en plus. C'est un tout petit peu plus difficile qu'en Chine, dans le sens où en Chine, comme pour les packaging, comme pour plein de choses, tout est présent partout. En Inde, tu vas trouver en fait des grosses sociétés qui ont l'habitude de faire ça, qui vont être positionnées à Delhi, à Mumbai, et donc tu vas être obligé, si tu as ton usine ou ton fournisseur et à l'autre bout du pays, ça veut dire que dans tes coûts, il va falloir que tu tiennes compte du fait que cette personne-là va devoir prendre l'avion, se rendre sur place, passer une nuit sur place, faire l'audit et revenir après chez lui. Donc tout ça a un coût supplémentaire que tu n'as pas, ou en tout cas qui est amoindri par rapport à la Chine. Mais techniquement, dans les deux cas, Chine ou Inde, ou d'ailleurs maintenant la plupart des pays asiatiques, c'est assez facile d'avoir des certifications. Ok, ouais, ça c'est parfait, c'est bon à savoir aussi, là. Parce que ça dépend ce qu'on source, mais des fois ça peut être pas mal des barrières, puis même les certifications des fois en Chine qui peuvent nous proposer, et ils nous disent voilà, moi j'ai le contrat, mais des fois les numéros correspondent pas non plus, fait que bon. C'est ça. C'est jamais évident, mais c'est bon à savoir qu'on peut le faire correctement en Inde. Et du coup, au niveau aussi protection de son produit, de son idée, de son invention, si on fait faire des nouveaux produits, on a le certificat NNN Agreement en Chine. Est-ce qu'il y a un équivalent en Inde? Le même, exactement le même, avec une culture quand même différente par rapport à la Chine.
La Chine, tu as une culture de la copie qui est connue et reconnue, et même eux s'en cachent pas. En Inde, toi, sur les usines que j'ai visitées pendant que je me suis rendu à la foire de Delhi, quand ils te montrent les produits de ce qu'ils font pour tes concurrents, ils ont aucun scrupule à ce niveau-là. Par contre, ils te disent, ça, c'est l'entreprise machin, donc si toi tu veux le même, c'est pas possible. Ok, c'est qu'un très fournisseur respectueux. chinois ne fera jamais. Si tu vas dans une usine chinoise, le mec il dit ça, je le vends à l'entreprise machin. Si tu le veux, je te fais le même, il n'y a pas de souci. Ouais, ils ont moins de scrupules, hein, en C'est ça. contrefaçon, là. Ok, ah, mais ça c'est très agréable, c'est bon à savoir. Je pensais que, tu vois, le NNN Agreement, c'était que pour la Chine, donc ça aussi, c'est cool pour moi à savoir qu'on peut le Non, et faire. Mais en fait, tu as tu peux le aussi faire des dans toute cabinets l'Asie. d'avocats. Alors, tu peux l'utiliser dans toute l'Asie. Tu as des cabinets d'avocats internationaux qui sont spécialisés dans ce genre de protection. Et alors, ça porte pas toujours le même nom, mais en fait, le contenu du document reste le même. Mhm. Donc, c'est des documents. Alors, tu peux pas le standardiser. On en parlait ensemble. Aller le récupérer sur Internet, sur un produit qui a pas une énorme valeur, tu peux le faire. Mais si tu veux vraiment protéger, t'as beaucoup travaillé sur un brevet, sur des moules, un machin, vaut mieux que tu mettes un petit billet chez un avocat qui est spécialisé, qui va le faire vraiment avec ton produit, ses caractéristiques, et qui va aller le déposer également dans le bon pays, parce qu'il faut aussi le déposer après, comme nous on le fait auprès du greffe du tribunal. Là, il faut aussi aller le déposer au niveau de alors j'ai plus en tête comment ça s'appelle, mais il faut le faire valider en fait si tu veux pour qu'il soit authentifié. C'est sûr que ce serait dommage d'avoir fait toutes les démarches, toute la procédure, les brevets, tout ça, comme tu dis, puis de le gâcher avec un template tout fait qui serait peut-être pas adapté. Ok, je comprends ça. Et puis du coup, pour finir, on va partir sur une dernière question. Quelles sont les erreurs majeures en importation sourcing? Alors, en fonction de... On en parlait en début, déjà ça va dépendre du pays dans lequel tu es. Pour la France, on a un statut juridique qui n'est pas bon pour faire ce genre d'opération, qui est le statut d'auto-entrepreneur. Vous n'avez pas. Donc lui, il est vraiment à éviter. Il n'est pas destiné à importer des marchandises. Au niveau fiscal, c'est compliqué. Pas oublier que sur le territoire européen, on a de la TVA. Vous avez cette chance-là. Vous n'avez pas cette contrainte qui est un droit de bonheur. Oui. Et toutes ces règles en plus sont en train de se durcir. Alors là, pour le coup, c'est autant vrai pour l'Europe que pour le territoire américain. Il y a eu tellement pendant le confinement d'abus que autant au niveau réglementaire que fiscal, que les frontières sont en train vraiment de se resserrer et les contrôles se font de plus en plus présents. Donc, outre le statut, il faut être vraiment ultra vigilant sur ce qu'on importe. Rien ne doit quitter le pays tant qu'on n'a pas fait une vérification, un audit de qualité. Il faut être sûr, tu l'as dit tout à l'heure, si on a besoin d'une certification, il faut s'assurer qu'elle soit conforme et qu'elle soit réelle. C'est pas parce qu'on t'a dit oui, je l'ai que ils l'ont réellement. Mais ça, c'est vrai même sur des fournisseurs européens. Alors après, tu es plus couvert quand c'est dans ton propre pays, mais en Asie, c'est vrai que c'est monnaie courante d'avoir des certifications qui correspondent à un produit, mais pas à celui que tu es en train d'acheter. C'est ça, ils font des généralités. Oui, on a un contrat, puis ça s'applique à tous. C'est ça. Ou alors c'est celui d'une autre usine aussi, ça se voit. Alors, ça se voit de moins en moins, mais ça se voit toujours. Ils trouvent les petits chemins pour les passer. C'est ça. Et puis une autre erreur qui est sans doute la plus répandue pour des questions de simplicité, c'est le fait de tout mélanger. On achète sa marchandise chez un fournisseur, on la fait pas transporter par son fournisseur. On utilise effectivement un freight provider parce que c'est important de le faire, parce que ça permet d'avoir la main sur sa marchandise, ça permet de savoir où on en est, combien ça coûte, parce que les prix sont pas les mêmes non plus quand on a des contrats. Et puis ça permet d'être plus sûr aussi en cas de dédouanement. Quand il y a un problème avec un dédouanement, quand on est passé avec un fournisseur chinois, c'est pas son problème. Lui, il a été payé, il a envoyé la marchandise, débrouille-toi maintenant. Ah, c'est ça, c'est pas son métier premier non plus en plus, fait que. Non, c'est ça. Ouais, je comprends. C'est sûr, moi je fais passer par un freight forwarder. D'ailleurs, si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, je mettrai aussi un lien en description parce que moi j'ai une super bonne relation avec eux et c'est sûr que aujourd'hui je passerai pas par un fournisseur pour envoyer ma marchandise pour les raisons que tu viens d'énumérer.
Alors, je mets juste un bémol pour les échantillons. Effectivement, là, on peut prendre le package complet parce qu'on parle d'un échantillon. Oui, là, ça je suis d'accord. Par contre, ça je le fais toujours envoyer par mon fournisseur. Bah, c'est quelques produits, c'est différent. Bon, ben écoute, Ludo, merci beaucoup d'avoir fait la vidéo avec moi aujourd'hui. Je pense que ça apporte beaucoup de valeur aux personnes. Et est-ce que toi-même tu as un petit mot de la fin pour les gens? Alors, je te remercie, oui, de m'avoir reçu. Donc, juste petite précision, n'ayez pas peur d'aller auprès de vos fournisseurs, que ce soit des Indiens ou des Chinois, ils ont plein de choses à vous apporter. Il faut les questionner, il faut bien échanger avec eux, et on a cité pas mal d'erreurs à éviter, mais il faut pas non plus avoir peur. Ils sont pas, c'est pas des arnaqueurs. Ils sont là pour faire du business. Donc c'est deux régions sur lesquelles on peut avoir de très belles histoires commerciales avec des gens qui sont très sympas. Donc faut pas hésiter à le faire. Et la période en plus est ultra bonne pour le faire malgré tout ce qu'on entend à la télé. Il y a de moins en moins de concurrence sur les plateformes, donc faut pas hésiter à y aller. Bon, ben ça c'est super, c'est un beau mot de la fin, merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas du coup à aller rejoindre aussi Ludo sur sa chaîne YouTube Amazeup. Je vais vous mettre aussi le lien en description. Et puis passez à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et puis voilà, bye bye Ludo, et puis à bientôt. À bientôt. Merci encore à Ludovic pour cette interview. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas j'ai appris beaucoup de choses. Je n'ai pas encore pu personnellement sourcer et importer depuis l'Inde, mais cela ouvre vraiment des portes très intéressantes. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et si tu as des questions, n'hésite pas, c'est très important. Allez hop, c'est maintenant un coup de pouce, un pouce en l'air, on s'abonne et je vous dis à très bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao!